Le 19 septembre 2023 marqua le début d'une nouvelle crise d'envergure pour le peuple arménien. Après une attaque d'ampleur sur l'enclave arménienne du Haut-Karabakh, aussi appelée l'Artsakh, sont près de 120 000 Arméniens qui vont quitter leur terre ancestrale pour se réfugier en République d'Arménie. C'est dans le cadre d'une mission humanitaire pour l'association SOS Chrétiens d'Orient que j'ai pu vivre durant près de 6 mois au plus près des populations les plus directement touchées par le conflit qui oppose depuis des années l'Arménie à l'Azerbaïdjan. Il y a une véritable volonté de l'Azerbaïdjan d'anéantir ce peuple arménien et de rayer l'Arménie de la carte. En tout cas, il y a un nettoyage ethnique. Si par nettoyage ethnique, on entend la volonté de déplacer une population pour une ethnie, pour la volonté d'y imposer une autre, c'est ce qui s'est passé. L'Arménie, ce berceau de la chrétienté, aujourd'hui menacé par le retour des tensions avec ses voisins turcs et azéris, est devenu le terrain de nombreux affrontements, plongeant des familles dans une détresse totale face à une guerre éclair et une perte de territoire. Au même moment, l'Union européenne s'approvisionne en gaz via l'Azerbaïdjan suite aux sanctions économiques à l'égard de la Russie, en réaction au conflit russo-ukrainien, laissant l'Arménie seule, malgré les missions d'observation européennes infructueuses dans le Haut-Karabakh. Cette réaction à géométrie variable entache la vocation supérieure de la France à retisser le lien entre l'Orient et l'Occident et à agir pour la recherche d'une paix durable aux portes de l'Europe. Depuis le déclin et la chute de l'URSS, l'Arménie et l'Azerbaïdjan sont sous tension. L'une des principales raisons concerne le territoire de l'Artsakh, un territoire peuplé à majorité d'Arméniens, mais rattaché à la République socialiste d'Azerbaïdjan par Staline en 1921. En septembre 2020, dans ce que l'on va appeler la guerre des 44 jours, l'Azerbaïdjan va lancer plusieurs assauts de grande envergure envers l'Artsakh et prendra le dessus grâce à l'aide de son principal allié turc. Dans la nuit du 12 au 13 septembre 2022, c'est une nouvelle offensive de grande ampleur que lance l'Azerbaïdjan sur des points stratégiques de la frontière avec la République d'Arménie, rompant ainsi le cessez-le-feu et provoquant des pertes humaines et matérielles conséquentes, ainsi que l'occupation de près de 150 km² de territoire. Aujourd'hui, l'Arménie peine à trouver des alliés face à une situation qui la dépasse. Après près de 9 mois de blocus, le Haut-Karabakh a été intégralement vidé de sa population poussée à l'exode. L'Arménie est isolée et enclavée entre de nombreux acteurs internationaux. Face à la non-réaction de l'Occident, elle se retrouve seule, entre tragédie et espérance. Il y a eu un moment où la question d'un référendum de rattachement à l'Arménie en tant que telle, pour l'Artsakh, s'est posée, et cette solution n'a pas été prise. Malheureusement, pendant ce temps-là, l'Azerbaïdjan s'est renforcé, a entraîné ce qui s'est passé depuis 2020, depuis 2021, entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, d'abord avec des attaques au cœur de l'Artsakh, puis le blocage du corridor de Latchine à la fin de l'année dernière, qui a provoqué une crise humanitaire massive, et puis jusqu'à ce qui s'est passé à l'automne, avec la disparition de la présence arménienne en Artsakh, l'enfermement de ses leaders politiques, les crimes commis par l'armée azérie au moment de l'offensive, et puis aujourd'hui une situation qui est terrible pour tous ceux qui sont attachés à ce peuple, c'est-à-dire la disparition de la présence arménienne d'Artsakh, la revendication de pleine souveraineté et le nettoyage ethnique qui s'est produit, un nettoyage ethnique qui fait qu'aujourd'hui on craint pour le patrimoine de la zone, la destruction des croix des églises, ou plutôt leur réaffectation au culte musulman. Et tout ça pose évidemment un drame pour tous ceux qui aujourd'hui connaissent la situation. Il faut bien comprendre aussi que le PIB de l'armée, dédié à l'armée et aux opérations militaires de l'Azerbaïdjan, représente à peu près l'intégralité du budget arménien total de l'Arménie. Il y a 8 millions d'Arméniens dans le monde, 3 millions en Arménie. Donc 2/3 de la population arménienne en fait vit en dehors du pays et représente la diaspora arménienne à travers le monde. Goris, c'est dans cette petite ville de la région du Sionik, au sud-est de l'Arménie, que je m'apprête à passer plus de 3 mois parmi les populations les plus touchées par le conflit, au plus proche de la ligne de front avec l'Azerbaïdjan.
au milieu des ladas, dans une ambiance très marquée par l'ère soviétique et entouré des reliefs massifs de la région. Un pays qui est vraiment très différent de ce qu'on peut connaître ici en Europe. C'est une ancienne république soviétique, donc évidemment très influencée par le monde russe et très marquée encore par cet héritage. Gori, c'est très impressionnant parce qu'à la fois, c'est dans une région très montagneuse, une région beaucoup plus pauvre que la capitale. Parce que c'est à Goris où sont arrivés les réfugiés de l'Artsakh qui, en octobre dernier, ont dû quitter leur terre. Donc, Goris, c'était la ville qui était directement reliée par la route à Stepanakert, qui était la capitale du Haut-Karabakh. L'association SOS Chrétiens d'Orient a un pied en Arménie depuis la guerre de 2020. Elle a fait de l'aide d'urgence, consistant à envoyer denrées alimentaires ou matériel médical ou hygiénique, son principal cheval de bataille, notamment vers les populations de l'Artsakh. En plein cœur de la ville se trouve le centre culturel francophone de Goris. Nous y rencontrons alors avec enthousiasme sa directrice, Carmen Apunst, qui nous parle des différents projets entrepris dans le centre. Je suis Carmen, responsable du Centre culturel francophone de Goris, fondé en 2006 grâce aux municipalités des villes de Vienne, de Goris et de SPFA. Dès la fondation, nous avons créé beaucoup de projets éducatifs et culturels, mais jusqu'à la guerre 2020, le centre a été devenu comme un carrefour de différentes organisations et associations qui étaient sur place pour aider les réfugiés, les Arméniens. L'une de ces associations, c'était SOS Chrétiens d'Orient, qui était sur place jusqu'à aujourd'hui et qui faisait plein de choses pour les réfugiés, pour nous. Et l'un des projets plus importants pour nous, c'était l'ouverture de l'atelier de couture où travaillaient, où jusqu'à maintenant travaillent les réfugiés et aussi les femmes gorissoises. Depuis la guerre de 2020, les frontières ont été redessinées et nombreux sont les villages ayant été particulièrement touchés par le conflit. Il y a pas mal de communautés qui multipliaient les initiatives un peu locales, c'est-à-dire faire des cours pour les enfants, c'est-à-dire aménager des places dans les villages, c'était développer des champs de maïs, plein de petites initiatives comme ça pour finalement le bien commun de ces villages qui sont évidemment sinistrés par ce qui se passe, soit parce qu'ils ont perdu des bras dans la guerre. On a rencontré beaucoup de familles comme ça où le père ou l'oncle était mort pendant la guerre, où en fait vous avez des grands-parents qui se retrouvent à devoir gérer leurs petits-enfants. C'est extrêmement difficile. Là, il y a eu une stèle qui a été faite. Il est mort en 2020, donc pendant la guerre de 2020, c'est assez récent, il y a 2 ans. Il était né en 1991. C'est pas la seule tombe qu'on voit, c'est pas le seul drapeau qu'on voit, en l'honneur de ces guerriers qui se sont battus pour leur pays, leur terre. Et ce sont toujours des jeunes de 18, 19, 20, 21 ans. C'est assez triste. L'aide qu'apporte SOS Chrétiens d'Orient dans les différents lieux auxquels son action est menée ont des résultats concrets pour les populations locales. Il y a une peur, évidemment, plus on est proche de la frontière, plus cette peur est réelle, avec des incursions régulières, avec des exactions régulières, avec une crainte que Bakou essaye de relier ces territoires ou ces populations arméniennes à sa zone. Et cette peur, elle est bien justifiée. Et c'est pour ça qu'il convient aujourd'hui d'aider le gouvernement arménien à arriver à une solution pour sécuriser sa population. Sinon, que va-t-il se passer? Une nouvelle émigration arménienne, c'est déjà un drame pour le pays qui voit sa classe moyenne et sa classe moyenne supérieure partir à l'étranger. Et aujourd'hui, l'Arménie souffre énormément économiquement de la situation.
il ne faudrait pas qu'elle soit encore saignée de sa jeunesse. Nous voici au village de Varatouche, village donc qui est peuplé de 500 habitants. Et la particularité des villages sur cet arc nord-est, c'est qu'ils n'ont pas bougé depuis des millénaires. Là où les maisons sont implantées, résidaient les mêmes villageois, leurs ancêtres, il y a 2000-3000 ans. Tous les villages qui sont situés dans la communauté de terre aujourd'hui sont comptés comme des villages entre guillemets frontaliers. Ils ont ce statut-là. Leurs terres, à un moment ou un autre, sont situées sur la ligne de front. Ce village aussi, lors des combats de septembre 2022, a été bombardé donc, par l'armée azérie. On dénombre environ 7 maisons qui ont été touchées. Depuis, la situation est dans un calme relatif, mais tout peut reprendre à tout moment. On s'est rendu à Nerkinend, qui est vraiment un village qui a été coupé en deux suite aux dernières guerres. Et donc on voyait vraiment les drapeaux azéris flotter sur la montagne en face de nous. Et les paysans qu'on a pu rencontrer sur place nous racontaient qu'en fait ils avaient dû abattre leur bétail parce que leur champ avait été volé par l'Azerbaïdjan. Nous arrivons à Renatsar, où une famille nous attend. Nous sommes venus voir ce foyer durement touché par la guerre. Le père est absent, car il travaille énormément pour subvenir aux besoins de sa famille. Quant à la mère, elle est décédée, des suites d'une maladie. Les enfants sont alors sous la garde de leur tante et de leur grand-mère. Quant à leur oncle, il fait partie de ceux qui sont tombés. Il n'y a pas d'eau courante dans le village, mais la construction prochaine d'une citerne permettra bientôt d'alimenter les habitants en eau. Il y a eu des tas de gens qu'on a rencontrés dans les différents villages qui nous disaient qu'en fait, ils ont reçu des vidéos d'Azéris, qui, en gros, les habitants de l'Artsakh, des zones qui ont été conquises, ont fui en Arménie, et ont reçu des vidéos d'Azerbaïdjanais dans leur maison qu'ils ont dû fuir, en train de tout casser, ou même des vidéos de leurs proches en train de se faire assassiner. Il y a des femmes qui ont reçu des vidéos de leur mari en train de se prendre une balle dans la tête par un soldat azéri dans sa propre maison, quoi. Il y a une véritable volonté de l'Azerbaïdjan d'anéantir ce peuple arménien et de rayer l'Arménie de la carte dans toujours cette logique du projet pan-turc de relier la Turquie à l'Azerbaïdjan. Ils voient l'Arménie comme une tâche dans leur projet qui doit disparaître. Les Arméniens sont aux Turcs ce que les Juifs étaient aux nazis, si vous voulez. C'est le bouc émissaire, c'est l'ennemi à abattre. En tout cas, il y a un nettoyage ethnique. Si par nettoyage ethnique, on entend la volonté de déplacer une population pour une ethnie, pour la volonté d'y imposer une autre, c'est ce qui s'est passé. En tout cas, l'Azerbaïdjan avait des obligations internationales de traiter les populations qui étaient de sa souveraineté revendiquée et réacquises militairement sur zone. Elle n'a pas assumé cette responsabilité, puisqu'en gros, elle les a mis dehors, elle leur a dit d'aller vers l'Arménie. Donc il y a eu un nettoyage ethnique, c'est la définition. Il est évident que les derniers événements qui ont touché le Haut-Karabakh relèvent d'une épuration ethnique. C'est-à-dire que lorsqu'un territoire est entièrement vidé de sa population, il n'y a pas d'autre terme possible que celui d'épuration ethnique. La population du Haut-Karabakh a été poussée à partir. Ces gens savent très bien quel destin les attend s'ils restent en territoire officiellement azerbaïdjanais. Pour faire la comparaison,
Le Nakhitchevan, qui est une exclave azerbaïdjanaise qui se situe à l'est de l'Arménie, était à l'époque un territoire arménien qui s'est vu épuré de sa population et qui a vu 98% de son patrimoine religieux et culturel détruit par l'Azerbaïdjan. C'est toujours la même histoire, c'est-à-dire que l'Azerbaïdjan conquiert des territoires et ensuite font en sorte de faire disparaître toute trace de la présence arménienne pour légitimer sa présence sur place depuis toujours. Situé sur les hauteurs, à quelques kilomètres de la nouvelle frontière avec l'Azerbaïdjan, Artachen est l'un des villages les plus pauvres de la communauté de Goris. Plusieurs projets de rénovation de l'école avaient été entrepris dans ce petit village, isolé et directement touché par les combats de 2020. Ces 30 dernières années, les enfants du village ne pouvaient pratiquer du sport qu'en extérieur. Or, en hiver, les températures descendent souvent en dessous de zéro. Grâce à ces nouveaux locaux et aux différents équipements qui ont été fournis avec, il leur sera désormais possible de pratiquer en intérieur le basketball, le football, la lutte et d'autres sports traditionnels très appréciés des Arméniens, et ce, à n'importe quel moment de l'année. Le directeur, grand amateur d'échecs, nous reçoit. Après quelques parties intenses, il nous explique la situation ici. Կառուցվել է Արթաշեն գյուղը 1973 թվականին։ Ունենք 95 աշակերտ, 25 մանկավարժներ եւ այն հանդիսանում է միջնակարգ դպրոց, այսինքն ունի 12-ամյա կրթություն։ Երեխաները այստեղ ստանում են 12-ամյա կրթություն։ Ուրեմն SOS կազմակերպության հետ ծանոթացանք պատերազմից հետո, երբ կամավորները այցելեցին տարածաշրջան եւ փորձում էին օգնել պատերազմից առաջացած հետևանքների վերացմանը կամ նպաստել դրա մեղմացմանը, այդ ընթացքում ծանոթացանք SOS կազմակերպության ներկայացուցիչների հետ, տարբերակով երեխաները կարող են իրենց գիտելիքները զարգացնել, կարող են կտրվել փողոցից, կարող են հայրենասիրության դասերը խորացնել, այսպես։ Espérons que ces projets permettront à ces enfants de retrouver une vie équilibrée et d'oublier pour un temps la guerre aux portes du village. Donc nous sommes à Goris, au centre cardiovasculaire franco-arménien, devant le scanner qui vient d'être inauguré aujourd'hui avec nos amis de Action Santé Arménie France et du fonds de dotation qui est propriétaire de ce centre cardiovasculaire. Ce projet est un projet au long cours qui a été lancé au tout début de l'implantation de SOS Chrétien d'Orient en Arménie, c'est-à-dire il y a bientôt 3 ans. Je dois vous dire quelque chose pour les francophones qui est importante, c'est que SOS Chrétien d'Orient, nous ne connaissait pas. Nous n'avions pas eu le plaisir jusqu'à hier de faire connaissance ni avec M. Benjamin Blanchard, ni avec la direction des SOS Chrétien d'Orient. Et pour autant, SOS Chrétien d'Orient a mobilisé des fonds très importants, sinon, probablement les fonds les plus importants dans l'investissement dans l'Arménie. Je ne sais pas si pour nous offrir ce scanner que vous allez voir tout à l'heure. Ce scanner va permettre de soigner la 3e cause de mortalité dans la région, qui sont les accidents vasculaires cérébraux. Il a fallu pas mal de temps pour mettre ce projet en place. Et puis maintenant, les équipes sont en formation pour pouvoir l'utiliser et avoir l'agrément du ministère de la Santé
arménien. Et dans quelques semaines, ce scanner devrait être opérationnel. Ça bénéficiera à toute la population du Syunik, c'est-à-dire tout le sud de l'Arménie. Et comme c'était prévu au début, c'était aussi pour toute la population de l'Artsakh, du Haut-Karabakh, 130 à 150 000 Arméniens qui sont là-bas. Aujourd'hui, hélas, ces gens ne peuvent pas venir jusqu'ici puisque la route est toujours coupée par l'armée azérie qui enferme et affame littéralement la population arménienne d'Artsakh. Mais nous espérons que cette situation puisse un jour s'améliorer et que donc ces gens puissent bénéficier de cet appareil moderne. C'est le seul hôpital de toute la région et de tout le sud de l'Arménie et de l'Artsakh à traiter ces pathologies, donc tout ce qui est AVC, problèmes cardiaques urgents, et cet hôpital permet de sauver beaucoup de vies, puisque souvent pour ce genre de problème, s'il faut attendre 4 heures avant le moindre diagnostic, donc 4 heures pour aller à Yerevan, c'est fatal pour les malades. Et donc un grand merci aux bienfaiteurs de SOS Chrétiens d'Orient qui nous ont permis de mener à bien ce projet, qui est un projet très important pour la mission en Arménie, plus de 450 000 € l'ensemble du projet, donc vraiment un grand merci à tous. Donc, quand on était à Goris, on a dû être évacué d'urgence au niveau de la ligne de... La situation a commencé à être très tendue à la ligne de front. Donc avant, notre chef de mission nous a appelé un dimanche à 14h en nous disant « Ok les gars, j'arrive dans 2 heures, préparez vos affaires, mais la situation ne permet pas que vous restiez. » Et on est vraiment parti comme ça, sans dire au revoir à personne, parce que le problème c'est que si on commençait à dire, on parlait aux gens, ça pouvait créer un sentiment de panique. Donc, alors il se trouve qu'on a pu ensuite retourner à Goris, parce que la situation s'est stabilisée. Mais c'est vrai de se dire qu'en fait, là, on laisse des gens qu'on croise tous les jours, soit la boulangère, notre taxi, ça peut paraître idiot, mais des gens, en fait, les civils, la directrice du centre francophone et tout. Qu'est-ce qui se serait passé? Que serait-il arrivé à ces gens si, en fait, il y avait vraiment eu une offensive à ce moment-là et si l'Azerbaïdjan était passé à l'attaque? Parce que je crois que l'Arménie est condamnée par la réémergence d'une sorte de guerre froide. Le conflit en Ukraine amène à un éloignement et à une incapacité des puissances internationales à dialoguer entre elles, une volonté de la part des États-Unis et de l'Union européenne d'amener Yerevan dans son camp, alors qu'on considérait longtemps que c'était dans l'orbite russe. Et que donc aujourd'hui, il y a une incompréhension russe face au comportement du gouvernement arménien et de M. Pachinian, une incompréhension arménienne face au comportement occidental qui essaye de les attirer à eux, mais qui n'envoie pas un GI mourir pour eux, et une incompréhension du camp occidental de la globalité de cette région. On considère que si on envoie une mission d'observation de l'Union européenne, ça suffit pour sécuriser la zone. Globalement, on voit que le partenariat oriental qui avait été créé après le conflit russo-géorgien, aujourd'hui n'arrive pas du tout à ses fins. C'est pas le cas en Arménie. L'Azerbaïdjan, on voit que ça devient insoutenable pour un certain nombre d'États occidentaux. Ça reste extrêmement tendu en Moldavie, etc., etc. Donc, ce qui se passe, c'est l'échec d'une stratégie géopolitique irréaliste. Il faut en venir à une stratégie géopolitique réaliste, c'est que nous sommes condamnés à nous entendre sur cette question comme sur d'autres. Me voilà arrivé à Gyumri, deuxième ville du pays, située au nord-ouest de la région de Chirac. Une grande partie de la ville a été reconstruite dans les années 90 suite au séisme de magnitude 6,9 qui détruisit près de 60% des habitations et infrastructures. C'était assez marquant d'ailleurs, on a vu pas mal de cimetières où en plus en Arménie il y a une tradition, c'est de mettre les visages des gens sur les tombes. Donc en fait tu voyais plein de visages juvéniles avec les dates 2002, 2020. En fait les mecs étaient plus jeunes que toi, ils se sont fait péter à la frontière.
C'est à Garibjanian, village de 2000 âmes, situé non loin de Gyumri, qu'a lieu la rénovation d'une maison de la culture. Ce bâtiment semble avoir été abandonné quelques années avant la chute de l'Union soviétique. Tout y est frappé, URSS. Et puis qui a été aussi victime du communisme, puisque le communisme a intégré le territoire arménien à l'URSS et largement, j'allais dire, mis en danger ses frontières, puisque, vous le savez, à cause de Staline, on a mis l'Artsar au sein de l'Azerbaïdjan, alors que c'était une terre ancestralement arménienne. À l'éclatement de l'URSS, à l'indépendance de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, il y a eu un grand conflit au cœur des années 90 entre ces deux pays, conflit qui a été emporté par l'Arménie, ce qui a permis aux habitants de l'Artsar d'être sécurisés et de ce territoire de rester arménien à cause du principe du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et à l'autodétermination étatique. Le maire du village nous reçoit cordialement dans son bureau. Il nous explique qu'il est maire depuis 1 an et qu'il veut redynamiser la ville en développant l'art et la culture de la jeunesse. Մեր նախագիծը կանում է նրանում, որ ուզում ենք զարգացնել կրթությունը, որն որ հիմա հետընթաց է ապրում, կրթությունը, որպեսզի ազգը չկորցնենք, ազգը բարգավաճի, գյուղը բարգավաճի, քանի որ ամեն ինչ կախված է ինչպես քաղաքից, այնպես է գյուղերի զարգացածության աշճանից, որպեսզի մեր մշակույթի տունը ծառայի որպես մշակույթի տուն, իրոք մշակույթի տուն, ոչ թե գյուղապետարան կամ այլ նպատակների համար։ Ուզում ենք պահպանել մեր մշակույթը, ուզում ենք պահպանել քրիստոնեությունը, որպես առաջի քրիստոնյա ազգ։ Հավատում ենք, որ մենակ չենք եւ կուզենանք, որ մեզ օգնած լինեին այս ծանր օրերին, որ մեր կամավորները եկել են, իհարկե առաջին անգամ մենակ տեսել են, աջակցել են, մենակ տեսել են, իսկ երկրորդ անգամ զարմացա, որ եկան օգնեցին մեզ, ուրախ եմ նախաձեռնության համար, շատ ուրախ եմ առավել ևս ձեր համար, մեր խմբին հիմա այնտեղ աշխատում են, մենք ինտերվյու ենք անում։ Un magnifique projet est né à Garibjanian. Même si le chemin est encore long, avant d'entendre la musique résonner dans le centre, nous espérons y voir des élèves courir sur les coursives. Il faut aussi parler de la situation géopolitique du pays. L'Arménie a longtemps été dans l'orbite russe avec une grande proximité avec Moscou. Moscou et l'Arménie ont des liens historiques, ancestraux, puis certains hauts fonctionnaires russes sont d'origine arménienne, donc il y a eu un lien proche. Il y a une volonté largement promue d'ailleurs par la communauté occidentale pour l'Arménie de sortir un peu de cette orbite. Et on peut dire qu'aujourd'hui, la sortie de cette orbite n'a pas été bénéfique pour le pays, puisque rien n'a été fait réellement pour la préserver des options azéries, qui par ailleurs conservent des relations diplomatiques de première qualité, de premier ordre, avec un certain nombre d'États régionaux et occidentaux. Au sein même de l'Union européenne, certains pays sont beaucoup plus proches de l'Azerbaïdjan que de l'Arménie. L'Azerbaïdjan n'existait pas avant l'Union soviétique. En 1991, quand l'URSS s'est effondrée, l'Azerbaïdjan avait besoin d'affirmer une identité nationale. Et cette identité nationale, elle l'a fait vivre sur 2 choses. L'invention d'un passé direct ce qu'ils appellent les Tatars, le peuple tatar, et d'une haine envers le peuple arménien. Aujourd'hui, nous avons inauguré le centre francophone de Vardenis. Grâce aux efforts de nos amis arméniens, nous avons pu relancer ce projet avec l'aide de Solidarité Arménie, une association française, et du SPFA. Il est très important pour SOS Chrétien d'Orient d'être présent dans la région du Guerarkhonik, et en particulier dans la ville de Vardenis, qui est située à 10 km de la ligne de front. Déjà parce que cette région actuelle est menacée. L'Azerbaïdjan
a désormais des positions au-dessus du lac Sévan. Donc nous espérons que ce centre francophone va permettre à la jeune génération arménienne de la région du Galakonique de renforcer ses liens d'amitié avec la France. Et nous-mêmes, nous aurons à cœur de venir régulièrement ici, participer au développement de ce centre et continuer nos projets d'aide humanitaire dans la région, qui, encore une fois, est vraiment sous le feu des projecteurs. Il faut que la France et SOS Chrétien d'Orient soient présents dans les années qui viennent. Donc l'idée de l'ouverture du centre, c'est de sceller officiellement notre partenariat entre la France et l'Arménie dans la région de Vardenis, ce qui permettra l'apprentissage de la langue française, l'échange de culture et aussi d'avoir une présence permanente à Vardenis. SOS Chrétien d'Orient, SPFA, Solidarité Arménie, nous pourrons travailler directement sur place et avoir une présence permanente. Voilà le but du centre francophone. L'amitié, la solidarité franco-arméno-française date des siècles. Le peuple français nous a donné un coup de main à ce moment très pénible pour notre pays. Et j'espère que cette collaboration continuera et on va faire beaucoup d'autres projets pour développer notre relation, pour développer notre amitié et notre diaspora en France. Merci à tous pour votre soutien. Jeunes et vieux se sont dressés pour combattre l'ennemi. Nous libérerons l'Arménie. Et si la Bulgarie qui nous sert à Béthanie ne payait pas de mine, c'est le pensée connu, moi qui criais famine, et toi qui faisais nu. Pas mal d'acteurs politiques français qui ont eu de l'empathie pour la situation et qui se sont notamment rendus sur place, de tous les bords politiques possibles. Il y a eu la visite d'Anne Hidalgo, récemment Marion Maréchal et Nicolas Bay, François-Xavier Bellamy, et Valérie Pécresse, qui d'ailleurs s'était faite menacer par le président de l'Azerbaïdjan, parce qu'à un moment, Valérie Pécresse s'est rendue donc, dans le Haut-Karabakh, et pour constater donc, le désastre humanitaire. Et en revenant en France, donc, le président azerbaïdjanais a appris que la présidente de la région Île-de-France était venue et avait déclaré « Si j'avais su qu'elle était là, jamais elle ne serait repartie ». Et qui n'a eu aucune répercussion. C'est-à-dire que la France n'a pas réagi, le gouvernement n'a pas réagi, le Quai d'Orsay n'a pas réagi face à des menaces directes envers des élus français, ce qui finalement montre encore une sorte de réaction à géométrie variable qui est insupportable pour beaucoup de Français, et notamment pour la communauté arménienne en France. C'est-à-dire que Catherine Colonna, la ministre des Affaires étrangères, se rend en Arménie récemment en octobre, revient en disant ce qu'il s'est passé dans le Haut-Karabakh est une épuration ethnique, et le lendemain, 24 heures après, Emmanuel Macron dit « Oh, il n'y a pas de raison de sanctionner l'Azerbaïdjan. Il n'y a pas suffisamment de preuves pour mener la moindre sanction envers le régime de Bakou. » Le panturquisme a été au cœur de la réactivation idéologique de Recep Tayyip Erdogan. Il y a en gros un réflexe néo-ottoman chez Erdogan qui vise à dire qu'il faut unifier soit par les faits, soit même concrètement les populations turques pour en revenir au rêve du grand empire ottoman. Ça a deux conséquences. Il y a la conséquence qui a amené au génocide arménien et des autres populations chrétiennes, c'est-à-dire évidemment la considération que tout ce qui n'est pas turc peut être un ennemi de l'intérieur. Et puis c'est une volonté belliciste extrêmement importante qu'on n'a pas vue qu'en Arménie. Évidemment, j'allais dire que l'Arménie, c'est la mauvaise conscience de la Turquie. La mauvaise conscience d'un génocide qui a été commis au nom de raisons extrêmement fallacieuses. Je vous rappelle que pourquoi il y a ce génocide-là ? Parce que l'Empire ottoman subit défaite sur défaite face à la Russie à l'époque,
Et ces défaites sur défaites, il les explique par l'Arménien ennemi de l'étranger qui tirerait dans le dos du soldat turc, etc. Ce qui sert de pogrom. En tout cas, aujourd'hui, Erdogan, membre de l'OTAN, dont la candidature à l'adhésion à l'Union européenne est aujourd'hui gelée, mais pas définitivement terminée, pose un problème en Arménie de danger, comme il le pose dans le reste de la région. Ce qui est quand même assez incompréhensible pour beaucoup de gens. Et évidemment, il y a la politique étrangère de la France, c'est-à-dire que qui aujourd'hui finance les ennemis de l'Arménie. Israël envoie des drones tactiques à l'Azerbaïdjan qui ont permis en fait d'écraser l'Arménie en 2020. L'Ukraine envoie des armes à l'Azerbaïdjan. D'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, Zelensky a réaffirmé le soutien envers l'Azerbaïdjan. Et finalement, si vous voulez, la France s'est positionnée par rapport à ces pays-là comme un soutien inconditionnel à l'Ukraine, à Israël, etc., ce qui est quand même assez contradictoire. On a vu tout de suite les relais de l'Azerbaïdjan utiliser le fait de cette alliance iranienne ou de ce soutien iranien affirmé à Yerevan pour essayer de diaboliser le pays. Ce qui montre qu'en fait, toutes les diabolisations en politique internationale n'ont aucun sens. Israël a aidé l'Azerbaïdjan. On dit même que les combats de drones menés par les Azéris ont été une sorte d'exercice à grandeur nature entre ce qui se passe dans le conflit ukrainien. Il ne s'agit pas pour ça de diaboliser Israël. Ce qu'il s'agit de dire, c'est qu'on ne doit pas aborder ce conflit autrement que ce qu'il est, c'est-à-dire un conflit territorial avec des conséquences ethniques, et qu'aujourd'hui, ce qu'il faut craindre, c'est qu'il s'étende à la souveraineté d'un pays tiers, c'est-à-dire l'Arménie directement attaquée par l'Azerbaïdjan. Plusieurs manifestations ou rassemblements d'Arméniens en France qui, dès qu'ils voyaient un élu, en fait, avaient pour réaction de lui dire « mais vos paroles ne sont que des mots, il n'y a aucune action, et à la fin, il y a du blabla, mais à la fin, vous signez des contrats qui financent des pays qui envoient des armes à ceux qui nous massacrent. » Donc c'est bien beau, si vous voulez, de brandir des drapeaux arméniens. Il n'y a pas eu de drapeau arménien. La Tour Eiffel ne s'est jamais allumée aux couleurs de l'Arménie. Depuis que je suis en Arménie, nous avons eu l'occasion de nous rendre dans de nombreuses églises et monastères, témoignant de l'héritage chrétien du premier pays à avoir adopté l'Église du Christ comme religion d'État. Ես գիտեմ ու վստահ եմ ֆրանսիացիներն շատ լավ գիտեն, որ հայ եւ ֆրանսիացի ժողովուրդները պատմական երկարամյա հայ մշակութային ոգևոր մեծ կապ ունեն ու ցանկությունս է որ այս կապը ավելի սերտանա, հատկապես հոգևոր ոլորտում, փոխ ճանաչողության, փոխ համագործակցության մեջ ավելի զորանանք, ու որ այս ամեն զորացած միասին կարողանանք առաջ գնալ ու ընդայնել մեր առաջիկա գործունեությունը, համատեղ գործունեությունը. Nous avons pu vivre plusieurs moments forts de l'année liturgique. Le carême, Pâques, l'Ascension ou encore la Pentecôte. Des moments qui nous ont permis de réfléchir sur la réelle signification de notre foi et de notre engagement ici. Ոչինչ չասող, եւ ոչ միայն նա, բոլորը, որովհետեւ իրականում սիրեն ներս. Եվ պարկոր, եւ որդո, եւ ոգույսը, պաշտ, եւ միշտ եւ Le peuple arménien est un peuple à 99% chrétien. 90% sont des chrétiens apostoliques arméniens, donc ils ont une église locale qui existe depuis des millénaires, qui fait partie de, je
pas rentrer dans les détails, mais dans l'histoire de l'Église qui fait partie de ce qu'on appelle l'Église des Trois Conciles. Donc une Église qui s'est très rapidement séparée de l'Église de Rome et qui est devenue en fait orthodoxe et à part très vite dans l'histoire. Existe, c'est encore une fois la première nation à avoir adopté le christianisme comme religion d'État avant même l'Empire romain. Et donc finalement, cette Église, elle fait partie de leur identité. Si par enjeu civilisationnel, on veut dire que la culture européenne et la civilisation française ont des obligations vis-à-vis des Arméniens parce qu'ils sont chrétiens, c'est évident. Et c'est quelque chose qui nous dépasse et qui nous marque. Si par enjeu civilisationnel, on entend qu'il y a une sorte de conflit des civilisations, de guerre religieuse au sein entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, j'ai peur qu'on tombe dans le piège qui est tendu par Bakou. C'est quoi le piège de Bakou ? C'est pour mobiliser sa population de dire que les Arméniens sont des dangers pour l'unité de l'Azerbaïdjan, etc. Or, c'est pas ça du tout qui se passe. Ce qui se passe en Azerbaïdjan et en Artsakh, c'est un terriblement banal conflit territorial. Conflit territorial avec tout ce que ça a d'identitaire et d'important. Hein. Je suis français, l'Alsace-Lorraine, c'était essentiel pour nous et on a été prêt à sacrifier des générations et des générations pour eux. Mais aujourd'hui, civilisationnellement parlant, Bakou, c'est pas le califat de l'organisation État islamique, ce serait faux de le dire. Et en fait, par cette fausseté, par cette simplification, c'est s'éloigner de ce qui pourra faire la résolution du conflit. Ce qui fera la résolution du conflit, c'est la diplomatie et la sécurisation de la zone par différents acteurs internationaux. Et c'est ce qu'il faut réussir à obtenir par la pression internationale sur Bakou. Je m'empresse de dire que certains pays qui sont à la pointe de la défense de l'Europe face à la submersion migratoire et face à l'islamisme sont très proches de l'Azerbaïdjan. Donc il ne faudrait pas avoir un point de vue strictement politico-français sur cette question. Je m'empresse de dire également que ce n'est pas une manière de banaliser ce qui s'est passé. Il y a eu des exactions insupportables. Le déplacement de cette population est inacceptable en droit international. Il prouve d'ailleurs que l'Azerbaïdjan n'était pas prête à assumer ses obligations internationales puisqu'elle n'avait pas le droit de se comporter de la sorte. Simplement, imaginer que ce serait des Sukédonés de Daesh qui seraient là-dedans, c'est pas le cas. Il y a une autre réalité qu'il faut ajouter, c'est qu'évidemment, l'alliance avec Erdogan et le lien avec toutes les questions panturquistes en sont arrivés à des degrés de violence et d'exaction énormes. La religion, le christianisme arménien est vu par les Azéris comme leur socle civilisationnel. Et donc, pour détruire les Arméniens, il faut détruire leur église. Voir passer sur les réseaux, Telegram, etc., des tas de vidéos de profanation d'églises et de cimetières de la part d'Azerbaïdjanais quand ils prenaient, dans les différentes guerres, au moment où ils annexaient les territoires. Et ça va très loin, parce qu'on en est aussi à un moment où les pierres des édifices arméniens sont réutilisées par l'Azerbaïdjan pour faire des routes, pour que finalement l'idée derrière soit on roule sur votre patrimoine et sur votre histoire. Le discours de l'Azerbaïdjan repose sur une forme de révisionnisme historique complètement indécent. Cet élément de langage de considérer qu'en fait ces territoires ont toujours appartenu à l'Azerbaïdjan, c'est la thèse de la fameuse Albanie du Caucase. D'ailleurs, quand le président azerbaïdjanais parle de l'Arménie, il parle de l'Azerbaïdjan occidental. Donc, c'est une forme de révisionnisme de considérer que le peuple azerbaïdjanais est antérieur au peuple arménien sur leur propre terre. Et c'est ce qui justifie finalement leur volonté de destruction totale. En fait, la croyance est partout. C'est-à-dire que tout le monde dans sa voiture a une croix qui pend au rétroviseur. Dans chaque maison, vous avez des crucifix au-dessus des portes. Les gens se marient à l'église. Ce qu'il faut dire, c'est que les Azéris essayent de développer depuis longtemps des recherches dites historiques, une documentation, etc., pour montrer que l'Artsakh n'aurait pas été arménienne, que l'Arménie y aurait des revendications qui ne seront pas appuyées sur l'histoire, etc., etc. Évidemment, il suffit de se promener une fois en Artsakh pour voir que ça ne tient pas debout, mais on voit que Bakou en a fait... j'allais dire, le deuxième visage moins caché du pays. Voilà. Bakou, c'est pas la capitale de l'islamisme. Faut dire la vérité. Aujourd'hui, c'est plutôt
la ville des délices, qui essaye d'attirer par ses boîtes de nuit son caviar et son alcool pour ceux qui voudraient s'y rendre. Mais par contre, comme ciment identitaire, les revendications en Artsakh sont évidemment un élément très fort qui est activé par Aliyev. Et malheureusement, nous n'avons pas su aider l'Arménie et les Arméniens à y résister. Quand j'arrive à Erevan, je suis assez surpris de voir quand même que la ville est assez occidentalisée, assez, non pas cosmopolite, mais comme un peu toutes les capitales du monde, et quand même qui a l'air assez déconnectée des réalités qui touchent le pays. Il y a un petit peu le même syndrome qu'en France, qui est qu'il y a une grande déconnexion entre la capitale et les provinces. C'est-à-dire que dès que tu sors d'Erevan, tu arrives même dans des régions qui sont très proches, tu sens directement la misère. On est arrivé dans des villages très pauvres, dans des bidonvilles, où il y avait des terrains d'entraînement militaires, où on voyait la frontière directe avec la Turquie. On s'est rendu dans le monastère de Khor Virap, qui est un symbole en Arménie, puisque c'était une ancienne place fortifiée où avait été enfermé Saint Grégoire l'Illuminateur, l'évangélisateur de l'Arménie. Et depuis ce monastère, on peut voir le no man's land qui sépare l'Arménie et la Turquie. Et donc les locaux nous ont raconté que donc vous avez l'Arménie, le no man's land, et ensuite la frontière avec la Turquie, où les Turcs ont fait exprès de construire des mosquées avec de très hauts minarets pour que l'appel au muezzin en fait, se fasse entendre depuis l'Arménie et depuis notamment ce monastère, qui est une provocation énorme envers les Arméniens. Quand j'étais dans la région d'Ararat, j'ai rencontré un vétéran de la guerre de 2020, qui deviendra plus tard donc un ami, il s'appelle Miasnik Israélian. Et en gros, son histoire est quand même assez marquante. C'est quelqu'un qui est devenu une véritable figure publique dans sa région. Et en gros, donc, c'est un vétéran de la guerre de 2020 qui, au moment donc, de l'agression de l'Azerbaïdjan, a voulu s'engager en tant que volontaire à la frontière. Et il a été recalé par l'administration pour vue déficiente. Refusé ce jugement. Et il est quand même parti. Բարև բոլորին, ես Միասնիկն եմ Իսրայելյան 44-օրյա պատերազմի մասնակից։ Շատերին ինձ ճանաչում են որպես պատերազմի ժամանակ փոքրիկ Արտյոմիկին խնամող եւ կերակրող զինվոր։ Այդ տեսանյութից տարածվեց իմ պատմությունը ու այն ծրագրերը բոլոր, ինչ միջև այժմ, միջև այսօր կատարում եմ։ Պատերազմից անմիջապես հետո շատ սփյուռքահայերի նախաձեռնությամբ ու օգնությամբ փորձում եմ օգնել շատ ընտանիքների, Արցախում տեղանված ընտանիքների, պատերազմում զոհված ընտանիքների, պատերազմում ծանր վիրավորումներ ստացած շատ զինվորների ենք փորձել աջակցել եւ թերևս այս պահին հիմնականում էր ուղղվածությունը Արարատի շրջանում, Արարատի մարզում ապրող աղքատ, երբեմն անգամ ծայրահեղ ծանր վիճակում ապրող ընտանիքներն են, որտեղ որ մեծամասամբ երեխաներ կան կամ միայնակ ծերեր են ապրում։ Բավականին ժամանակ արդեն իրականացնում ենք տարբեր պրոյեկտներ, հիմնականում սնունդով ենք աջակցում ընտանիքներին, ձմռան ցուրտ եղանակներին վառելափայտով ենք օգնում ընտանիքներին, կահույքի աջակցություն ենք տրամադրում սառնարանի, լվացքի մեքենաների, մի խոսքով ամեն ինչը որ այդ կարգին, այդ ժամանակ անհրաժեշտ կլինի ընտանիքին իրանց դժվարությունները մի փոքր մեղմելու համար։ We go to work at Étable, new home in Étable, avec volontaires. Au pied du mont Ararat, nous nous dirigeons vers la ville éponyme, située à quelques kilomètres des frontières avec la Turquie. Nous arrivons alors dans un bidonville positionné entre une usine de ciment et une raffinerie d'or. Afin de venir en aide à un couple âgé, les volontaires de SOS Chrétiens d'Orient se lancent dans la construction d'une étable. Hein. Ah bah ça, vous qui voulez les projets là. Ice, excuse me. Ice. No, do that.
La vache fera-t-elle, Karen? Ah, non. Nous en profitons pour discuter avec la grand-mère, qui nous accueille comme des membres de la famille. Elle se réjouit d'avance de l'étable en construction, qui plus tard accueillera des porcs et lui permettra de subvenir à ses besoins durablement. Elle nous parle alors des conditions dans lesquelles elle et son mari vivent. Մանուկյան ոսկեհատ ապրում եմ Զոդում, Զոդի դաչայան էստեղ կոչվում, դաչայում, իսկ 30 տարի այստեղ եմ ապրում, ունեմ ձեր ամուսին, 75 տարեկան, ինք առողջապես ինսուլտ է տարել, հետո տեսողությունը լավ չի, լսողությունը լավ չի, ես էլ բարդ օպերացիա եմ տարել, չար ռակա, այդ դիագնոզն է դա։ Դե բուժվում եմ Երևանում, միշտ գնում եմ գալիս եմ հիվանդանոցում, 3 տարում 3 օպերացիա եմ տարել, ծանր։ Ֆինանսապես վատ ենք, էդ էլ ասեմ այդ բանել, հա, չէ, հա, նեղ պայմաններում ենք, իրենք մեր ֆրանսիական բանա, կամպանիան, մեզ եկելա տեսելա մեր տան վիճակը, ամեն ինչը, մեզ օգնության առաջարկություն արել, հետո թորանս, հա, թորս ծնվելա շատ վատ վիճակում, սրտի պրոբլեմով, օպերացիա են արել, ֆինանսական մեծ բաներ ենք կորցրել։ Քանի տարեկան է քո թորը։ Թորը ամսեկան է, ամսեկան, ծնված 5 օրական եղե միջև հեսա 5 ամիսը մենք հիվանդանոցներն ենք Երևան, Նորք Մարաշում, սրտի օպերացիա վիրահատություն ա տարել, բարդ, թոշակ եմ ստանում, թոշակիս համարյա մեծամասնություն տալիս եմ տեղերին, ինձ համար, շատ մեծ գումարներ, իմ փոքր պես յոլա են գնում, փոքր։ Գիտես, ես տան կրիշն էլ երիք էլ, մի հատ նկար ես, ասես ես պայմաններում եմ ապրում, ստեղ 2 հոգի են, 3 հոգի են ապրում, հնարավորություն էստեղ են կարողանում, յոլա են գնում, մի հողն էլ փոքր, Jamais, genre il sort jamais d'ici. 30 տարի էստեղ ապրում։ Ça fait trop tard. 4 հոգի, 5 հոգի, շատ են եղել, բայց բոլորը մահացել են, թունավոր լրիվ աշխարհում առաջ երկրորդ տեղն է, ֆաբրիկան, մակնտեղը որ առաջացնում, ստիված հա, հետո թր մեզի շատ ախանգային։ Իսկ լսել եմ նայ։ Ոսկու ֆաբրիկան, ցեմենտին էստեղ է, էլ հենց այս ռայոնում կպած մեզ։ Տելեզեր տվեց, որ 5 միլիոնից ավել շատ աղքատ վերջին դրության մեջ ապրում են մարդիկ Հայաստանում։ 2 միլիոնը կեսա, 5 միլիոնից 1 միլիոն սոված են ժողովուրդը։ Հələ փարկասում ենք էլ մի քիչ։ Ոչ միտեղ չունեմ գնալու, ոչ միտեղ։ Քիչունը տեսամ որ ապրելակերպ չունեմ, մի խոզ են տվել, խոզ պահելու տեղ էլ չունեմ, ստիված կոմ առաջարկեցին կոմ սարքեն տան, որ ես խոզ պահեմ, հավ պահեմ։ Շատ շնորհակալություն ֆրանսիական կազմակերպությունից գոհ։ La fin du chantier est fêtée selon la tradition arménienne avec un barbecue. Madame Manoukian nous transmet sa joie de nous recevoir par son sourire et son immense hospitalité. Il y a une volonté chez les Français, chez les responsables politiques français d'aider l'Arménie pour tout ce qu'on a expliqué juste avant, mais il y a évidemment des freins à ça qui ne dépendent pas de nous. C'est-à-dire que la politique étrangère de la France est indexée sur la politique de l'Union européenne qui a décidé, par exemple, d'acheter du gaz à l'Azerbaïdjan. Même avec toute la bonne volonté, la France est piégée dans des accords qui, en fait, l'empêcheraient de faire quoi que ce soit. Et évidemment, le jeu des alliances fait que voilà, la Turquie, par exemple, est candidate à entrer dans l'Union européenne depuis des années. Or, rappelons que la Turquie n'a jamais reconnu le génocide arménien de 1915. C'est un peuple qui, de premier abord, peut sembler assez froid et distant, ce qui est normal quand ton pays subit des épurations ethniques depuis 100 ans. Mais quand tu apprends à les connaître, quand tu vas chez eux, en fait, c'est des gens quand même qui
qui savent très bien te recevoir. Et c'est des gens qui gardent quand même au fond d'eux une certaine forme d'espoir. Évidemment, c'est lié à leur foi. Hein, donc évidemment, il y a l'espérance chrétienne chez ces gens qui les fait tenir. La prochaine étape, c'est le reste du territoire de l'Arménie, de la République d'Arménie. C'est-à-dire que si les Turcs et l'Azerbaïdjan veulent mener à bien leur projet, il va falloir à un moment couper l'Arménie en deux. Et beaucoup d'images ont circulé sur les réseaux de transport de troupes et de matériel militaire azerbaïdjanais, marqué d'un A à l'envers rayé, qui symboliquement, si on regarde une carte, symbolise l'Arménie coupée en deux. Et il y a beaucoup d'autres sons de cloche qui alertent sur le potentiel escalade du conflit avec la République d'Arménie. Il y a eu des exercices conjoints entre des exercices militaires conjoints entre l'Azerbaïdjan et la Turquie. Et je pense que les Arméniens ne sont pas dupes et savent très bien que la prochaine étape, c'est scinder l'Arménie en deux, annexer le Syunik et mener ce projet de corridor pan-turc. Et in fine, en 5-10 ans, la disparition totale de l'Arménie. Quelle est la seule solution qui puisse rassurer la situation? C'est un dialogue international sur le Caucase qui règle l'intégralité des conflits régionaux dans le Caucase et notamment qui inclut tous les anciens membres actifs du groupe de Minsk, c'est-à-dire les États-Unis, la Russie, la France et l'Allemagne, si on veut, au nom de l'Union européenne. Tant que tous ces acteurs ne sont pas impliqués concrètement pour la résolution du conflit, il n'y a aucune chance pour que la sécurité revienne dans la zone, pour une raison toute simple. C'est qu'il n'y a pas un GI où il n'y a pas un soldat lituanien qui ira mourir demain pour la défense de la souveraineté arménienne. Donc soit on se met d'accord entre nous pour dire qu'on ne veut pas que le Caucase s'embrase, soit en fait certains veulent que le Caucase s'embrase. Et ça, ce sera de toute façon contre les intérêts des chrétiens arméniens, mais on peut penser aussi aux chrétiens d'autres pays de la zone. Après avoir vécu ça, je pense qu'il y a quand même un peu un devoir de continuer à en parler, de témoigner, de ne pas oublier à la fois les gens qu'on a pu rencontrer, les choses qu'on a pu vivre, les éléments qu'on a pu comprendre, qu'on a pu vivre au quotidien. Parce qu'en réalité, si jamais tu allumes une chaîne télé ou tu lis un livre sur l'Arménie, très bien, tu peux le comprendre. Mais quand tu y es directement et qu'en fait tu vas chez des gens qui ont un bunker en bas de chez eux ou qui ont une armoire avec des treillis et des fusils parce qu'ils savent très bien qu'ils peuvent être mobilisés, c'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'à un moment, les problématiques, on les a pas juste comprises, on les a vécues. Et en revenant en France, je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour tous les gens qui sont restés, tous les gens que j'ai pu rencontrer sur place, en me disant le jour où leur pays sera attaqué, qu'est-ce qu'ils vont devenir, quoi. Et c'est évidemment des expériences qui sont exceptionnelles dans une vie et qui sont concrètes. Encore une fois, ce qu'on a fait là-bas a vraiment eu un impact pour la vie des gens. Et SOS Chrétiens d'Orient est une association qui a au cœur de son projet l'aide concrète pour le développement en fait, de communautés et la survie de populations persécutées ou en tout cas extrêmement menacées.